Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Elodie. Elodie, peux-tu te présenter ? Alors bonjour, moi je suis donc Élodie Landry, je suis la directrice de la MFR de Saint-Projet, donc sur la commune de La Rochefoucauld en Angoumois. Donc me présenter un petit peu. Donc moi ça fait donc un an que je suis donc directrice sur cette maison. Pour vous présenter un petit peu les maisons familiales de manière générale. Je dirais que donc les maisons familiales, c'est un système de formation par alternance où nos élèves sont 50% du temps en entreprise et 50 autres % donc en formation. Donc on peut dire que par exemple sur une classe de troisième, on a 17 semaines d'école et on va dire 17 ou 18 semaines de stage. Ce qui fait que pour des élèves qui ont des petites difficultés scolaires, ont envie de côté pratique, parce qu'en fait, le stage, c'est de la découverte professionnelle, c'est arriver à se donner une idée aussi sur son orientation, sur ce qu'on a envie de faire. C'est de pouvoir faire du concret, être dans des structures de stage, et puis pour certaines formations, de l'apprentissage également. D'accord. Dis-moi, vous formez à quoi les thématiques des métiers, c'est quoi ? Alors, on a des classes de quatrième et de troisième, donc classe collège classique, mais toujours en alternance. Nous avons aussi donc deux CAP, un CAP jardinier paysagiste et un CAP service aux personnes et vente en espace rural. Donc, jardinier paysagiste, on est plus sur tout ce qui va être de l'entretien des espaces verts, donc soit dans les communes, soit chez des entreprises, dans des entreprises particulières, individuelles, avec des jardiniers paysagistes. Et puis pour les CAP services aux personnes et au territoire et vente en espace rural, on est sur à la fois du service à la personne, donc tout ce qui va être école, crèche, ça peut être aussi tout ce qui va être périscolaire, EHPAD. Et puis vente, donc ça va être tout ce qui va être petite épicerie, ça peut être en boulangerie, en charcuterie, en boucherie, etc. Donc, tout ce qui va être des petites supérettes. Par exemple, la coccinelle sur La Rochefoucauld, ça peut être voilà, des petites structures de proximité, de territoire. La particularité de nos CAP, c'est qu'ils n'ont que 12 semaines d'école par année et tout le reste du temps en stage. Donc, c'est vraiment une formation très professionnalisante. Ces deux CAP sont disponibles aussi en apprentissage, donc avec un statut d'apprenti, mais sinon c'est en formation initiale. Et notre dernière formation, c'est le bac pro service aux personnes et animation dans les territoires, où là, on est vraiment sur du service à la personne, où on va travailler dans des crèches, dans des écoles, dans des EHPAD, par exemple des MAS, des foyers occupationnels. On est vraiment sur un public dépendant. Tout ce qui va être enfance, petite enfance, personnes âgées, personnes malades, personnes en situation de handicap, de la personne non autonome. Dis-moi, c'est quoi le profil type d'un élève, on peut dire élève parce qu'ils sont encore en quatrième, troisième, tu sais, le profil type d'un élève est-ce qu'il y en a un d'abord et qui est en MFR ? Alors, je pense pas qu'on a un profil type. On a principalement des élèves qui sont à la recherche de concret. Oui. On a des élèves qui ont des difficultés avec le système scolaire classique, on va dire, où en fait ils sont peut-être pour la plupart déscolarisés, où en fait ils trouvent pas de sens à l'école. Et on a aussi des élèves qui ne savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire et ça les préoccupe réellement. C'est pour ça qu'au niveau de l'orientation, le fait d'avoir des stages, c'est quelque chose qui est relativement bénéfique pour eux. C'est-à-dire que par le biais des stages, je sais pas moi, un élève qui a envie alors principalement dans le service à la personne, qui a envie de travailler auprès des enfants.
Là, on a des filles sur des bacs pro qui elles ont envie tout le temps d'être travaillées auprès d'enfants. Et puis, elles rentrent en seconde et puis elles font un stage en école primaire, en école maternelle, en crèche. Et puis, en fait, elles se rendent compte que très rapidement, les enfants, ça bouge beaucoup, ça fait beaucoup de bruit et c'est pas forcément ce qu'elles ont envie de faire. Donc, l'avantage de ce stage, c'est de découvrir aussi d'autres publics et par le biais donc de ces publics différents, de se dire, j'ai fait un stage là, ça j'aime pas, clairement, je n'ai pas envie de le faire. J'ai fait un stage dans ce type de structure, ça me plaît. Je vais peut-être y aller un peu plus. Donc, c'est vraiment, voilà, tous ces types de jeunes particuliers qui sont en quête d'orientation, de sens aussi. Renouer avec l'école, c'est hyper important. Retrouver du sens à l'école et puis prendre plaisir aussi à apprendre et à faire les devoirs. Après, sincèrement, le stage aide à renouer avec l'école parce qu'en fait, ils se sentent utiles en stage. Bien souvent, on va dire, allez, à 99% des cas, les stages se passent très très bien, même si c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire, mais à partir du moment où ils se sentent utiles, ils le font, ça se passe très bien. Et à partir du moment où ils se sentent bien, ils se sentent, voilà, ils sont dans une équipe, ils se sentent comme des grands en fait. Ils gagnent énormément en autonomie et du coup, le côté scolaire suit tout simplement derrière parce que ils ont envie de bien faire et puis on est sur un cursus professionnel que ce soit donc forcément on a un niveau peut-être un petit peu plus, enfin moins exigeant on va dire, mais surtout sur du pro où on va mettre en avant aussi tout le côté professionnel qu'ils vont découvrir en stage. Et puis, enfin, nous, la particularité des maisons familiales, c'est cette pédagogie de l'alternance à visée intégrative, c'est-à-dire que on va se servir de ce qu'ils vont vivre en stage pour pouvoir le mettre en application à l'école. C'est-à-dire qu'on va se servir, je sais pas moi, de ce qu'ils vont voir en stage pour pouvoir partir sur un cours. Alors, je prends beaucoup l'exemple des bacs pro service aux personnes parce que dans mon parcours antérieur, en fait, j'ai été responsable de cette filière-là. Donc, c'est une filière qui m'est chère et qui me parle beaucoup. Mais par exemple, moi, je faisais les modules professionnels et quand les élèves reviennent de stage le lundi, on fait ce qu'on appelle l'alternance, où les élèves vont expliquer ce qu'ils ont fait en stage. On fait une espèce de petite mise en commun de moi, j'étais en EHPAD, j'ai fait telle et telle activité, j'ai pu acquérir telle et telle compétence. Et c'est comme ça que les élèves arrivent à se dire ah ouais alors toi dans telle structure tu peux moi je connais pas, donc ça suscite l'intérêt des uns et des autres. Et c'est surtout qu'après en cours dans des modules professionnels, bon les filles alors je dis les filles parce que bien souvent alors non en fait faut que je me raisonne parce qu'on a aussi des garçons, mais je dis bon alors les jeunes quand vous êtes en stage en crèche au niveau des techniques de change, comment est-ce que vous vous y prenez? Et là en fait les élèves mettent en théorie, on va dire ce qu'ils ont vu en pratique en stage. Et alors là, ça les valorise énormément parce qu'ils savent faire, ils savent de quoi on parle, et puis ça les valorise énormément. Ouais, là, je revois un petit peu des stratégies de Kolb où on fait et puis après on a une analyse réflexive de ce qu'on a fait, de ce qu'on doit garder qui est bon et Mm. la réitération du geste amélioré, quoi. C'est bien ça C'est l'idée. ça. Ah, c'est très bien. Complètement. Ouais. Je voudrais te poser une question parce que quand j'entends le mot stage, l'actualité nous a douloureusement rappelé que sur des stages obligatoires de troisième et tout ça, il y a eu 3 enfants qui malheureusement sont décédés. Aujourd'hui, comment ils sont encadrés dans les stages? Et c'est quoi la différence d'encadrement quand tu es en stage ou quand tu es en alternance ou en apprentissage? En apprentissage, pardon. Alors la différence, par exemple, entre un stage de découverte de troisième, comme on peut avoir dans les collèges classiques, Ouais. c'est que là, ils vont être que sur du stage d'observation. Ils ont parce qu'en fait, la difficulté, ça va être pour nos moins de 14 ans. Normalement, Oui, moins de 14 ans, enfin, c'est pas normalement, c'est les moins de 14 ans ne peuvent pas aller en stage. Ça, oui. c'est une réglementation qui est valable pour tout le monde. Dans le collège, c'est différent. Mais nous, en maison familiale, donc on a des dérogations, mais pas pour les moins de 14 ans. C'est-à-dire que les moins de 14 ans ne peuvent pas aller en stage tant qu'ils n'ont pas 14 ans révolus. Ensuite, nous, on a un système de convention de stage. Donc, notre système d'alternance fait que, vous l'avez compris, ils sont la moitié du temps en stage. Donc, ils peuvent pas faire que de l'observation, c'est pas possible. Ça va être pénible, oui. Ils doivent faire. Pour pouvoir faire, on a des assurances spécifiques. Donc, en fait, tous nos élèves
sont couverts par des assurances par le biais des conventions de stage par rapport à notre statut en fait de structure en alternance. Donc voilà, au niveau sécurité, donc les stages sont interdits avant 14 ans et ensuite c'est quand on a une convention de stage, on ne peut pas aller en stage sans convention de stage parce que ça veut dire que sinon on n'est pas assuré. D'accord. Après, la différence entre le stagiaire et l'apprenti, le stagiaire, depuis l'année dernière, donc ça fait 2 ans que maintenant l'État a mis en place en fait des allocations de stage. Les stagiaires en fait en CAP et en bac pro peuvent bénéficier d'allocations de stage. Donc en fonction du nombre de stages, du nombre de semaines qu'ils peuvent faire et puis du niveau d'études. Donc ils ont des belles, ils peuvent avoir entre 500 et 900 euros d'allocation de stage sur l'année. Donc c'est une belle valorisation de la période de stage. Et sinon, donc, je vous parlais de l'apprentissage en CAP. L'apprentissage, en fait, nos élèves vont être salariés d'une entreprise. Donc, ils vont pas découvrir différentes structures, mais ils vont être salariés donc sur 1 ou 2 années dans la même entreprise. Ils vont avoir un statut de salarié. Donc, ils auront tous les avantages et les inconvénients des salariés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un salaire mensuel. C'est le maître d'apprentissage qui paie la scolarité. Et en contrepartie, ils ont les responsabilités d'un salarié et les 5 semaines de congés payés. Ils n'ont plus les semaines de vacances scolaires. Oui, le rythme est différent. Et alors, du coup, comment vous vous adaptez pour cette variabilité justement au niveau des cours? Alors, les semaines d'école ne changent pas, que ce soit. Alors, c'est pour ça que nous, en fait, sur nos CAP, on a ce double statut, pardon, où finalement on a de la formation initiale et de la formation par apprentissage. Donc toutes les semaines d'école, les 12 semaines à l'année d'école sont communes. Et puis pour les apprentis, ils sont en entreprise le reste du temps, sur les périodes de vacances scolaires et sur les périodes de stage. Et puis nos stagiaires en formation initiale, eux, au lieu d'être sur la même entreprise toute l'année, vont avoir différents stages. Ils ont à peu près 3 stages à faire dans l'année et auront leurs vacances scolaires. D'accord. Donc au final, c'est à peu près le même rythme, en tout cas pour les semaines de formation à la MFR, mais diffère simplement le type de structure. Eux, les apprentis auront en fait la même entreprise pour l'année et les stagiaires auront 3 stages différents parce qu'en fait, on ne peut pas faire plus de 12 semaines consécutives sur une année, on ne peut pas faire 12 semaines sur le même lieu de stage. Donc en fait, en général, on divise l'année en 3. Donc ils font entre 8 et 9 semaines de stage sur la même structure. Ouais, c'est bien, ça leur permet comme ça d'être bien intégrés, d'avoir bien compris, d'être entre guillemets un peu opérationnel. Bon, mais c'est très bien ça. C'est ce qui est, en fait, que ce soit en quatrième, troisième, en bac ou en CAP, on a à peu près ce système d'alternance-là. Le fait qu'on ait la moitié du temps en stage, on a des stages relativement longs. C'est-à-dire que, en général, on a des stages qui vont entre 6 à 9 semaines, qui permet réellement, en fait, les élèves, ils sont intégrés dans l'équipe, voilà, ils sont collègues, ils connaissent le fonctionnement. Donc, à un petit moment, quand même, ils peuvent aussi prendre des initiatives. Voilà, ils sont à part entière dans cette entreprise. Donc, c'est chouette. Ouais. Les entreprises sont demandeuses de ça ou vous galérez un peu à trouver des entreprises qui veulent intégrer ces stagiaires? Alors, ça dépend des secteurs. Alors, moi, je vois autour de la maison familiale, on a la chance d'être connu sur le secteur et puis reconnu aussi. C'est-à-dire que on a des très bons résultats aux examens, ce qui fait que euh, Euh, on a la chance en fait, on a la chance, on se donne les moyens aussi, mais on a une équipe en fait encadrante qui, que ce soit sur tous nos pôles, hein, que ce soit les formateurs, mais que ce soit dans toute l'équipe qui encadre nos jeunes au quotidien, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'une équipe pédagogique, pas simplement éducative, pas simplement pédagogique, pardon, mais voilà, que ce soit au niveau du secrétariat, de la comptabilité, que ce soit à la cantine, nos agents d'entretien. On a des AVS aussi pour pouvoir accompagner nos élèves à besoins spécifiques. On en a 2. On a une animatrice, on a une surveillante de nuit, c'est-à-dire qu'en fait, on a tout on peut dire un écosystème, mais on va dire tout une organisation autour de nos jeunes où en fait nous sommes présents pour nos jeunes au quotidien. Donc Ouais. c'est vrai qu'on a la chance d'être, voilà, le territoire sait ce que l'on fait, sait ce que l'on propose.
Et donc forcément, on a des lieux de stage qui tous les ans, reprennent des élèves en stage. Puis tous les ans, on a aussi des nouveaux maîtres de stage qui apparaissent parce que, bon, on a des élèves qui habitent un peu partout aussi. Après, on n'a pas de limite, c'est-à-dire que à partir du moment où le lieu de stage rentre dans nos objectifs de formation, bon, ben, si le maître de stage est OK, bon, ben, il y a pas de souci. Nous, on a tous les ans, voilà, des nouveaux maîtres de stage et des nouveaux maîtres d'apprentissage et hem et c'est comme ça qu'on arrive aussi à grossir un petit peu nos partenaires. D'accord. J'aimerais te poser une question concernant la relation entre l'équipe pédagogique et l'entreprise pendant ce temps où ils sont en stage. Qu'est-ce qui se passe entre l'équipe pédagogique, je dirais plutôt l'équipe d'accompagnement, comme tu viens de la décrire, qui est un accompagnement global, et l'entreprise? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Il y a des réunions, il y a des checkpoints, c'est comment ça marche? Alors en fait, on a un outil, formidable qui va suivre en fait, ces 3 parties-là, c'est-à-dire la famille, le lieu de stage et puis la maison familiale. C'est le carnet de liaison. Donc en fait, toutes les semaines, que ce soit, en stage, en vacances ou à la maison familiale, ce carnet de stage en fait, ce carnet de liaison, il va faire le point en fait entre ces 3 parties-là. Il est hyper important parce que à la fin de chaque période de stage, le maître de stage doit mettre une appréciation et des petits commentaires sur la progression du jeune. La famille met aussi un avis sur, ce qui s'y est passé et puis quand le jeune est à la maison familiale et ben, on va noter, les activités qu'il a pu faire, les cours qu'il a suivis, les notes et cetera et puis une appréciation sur son comportement et puis sur ses apprentissages pendant la période à la maison familiale. C'est-à-dire qu'on a un outil fondamental qui arrive à relier ces 3 parties-là bien distinctes. Est-ce que cet outil est un outil physique ou est-ce que c'est un outil digital? Non, pour l'instant, il est physique. Donc là, à l'ère de la digitalisation, on est toujours sur du physique. Oui, Après, la digitalisation, elle pourrait être intéressante, mais on a certaines structures de stage où finalement, on a encore des secteurs où on n'a pas forcément de connexion. On a oui. certains lieux de stage où en fait, on ne peut pas utiliser l'ordinateur ou le téléphone. Enfin, pour l'instant, on est vraiment sur du papier, on est vraiment sur voilà, un carnet réellement physique où, on utilise encore, voilà, notre papier, notre crayon pour pouvoir noter, Et là, c'est vraiment le jeune qui est porteur de ça, quoi. C'est lui qui ah l'a ben, c'est avec le lui tout le jeune qui va temps, voilà. exactement, c'est le jeune qui va donner son carnet de liaison à son maître de stage pour compléter en fin de période. C'est le jeune qui l'apporte le lundi matin quand il revient à la maison familiale, faut que le carnet soit signé par les parents, voilà, on vérifie que toutes les parties ont bien pris connaissance. Parce que c'est important aussi que les parents puissent voir un peu les appréciations du Oui, maître de stage, qu'ils puissent voir nos appréciations nous, à nous aussi que l'on met pour pouvoir, suivre au mieux le jeune et puis, voilà, on met aussi des petits commentaires, attention par exemple, le travail d'alternance parce qu'on n'en a pas parlé mais, dans la mesure où ils sont là que la moitié du temps, ils ont aussi du travail, d'alternance à faire pendant ces périodes de stage-là. C'est-à-dire que, ce qui est pas vu à la maison familiale, il faut que ce soit vu sur ces périodes de stage. Donc ils partent avec du travail d'alternance. Donc c'est hyper important aussi que le lundi matin, quand ils arrivent avec leur carnet de liaison qui soit complété par les parents et par les maîtres de stage, mais qu'ils arrivent aussi avec tout le travail d'alternance qu'ils ont à faire. j'ai pendant des années accompagné des alternants. Mmh. Euh, euh, on avait quand même un petit problème récurrent qui revenait, c'est concernait les maîtres de stage. Alors Oui. soit il n'y avait pas de suivi, soit ils savaient pas comment faire, ils n'étaient pas formés, soit de toute façon le seul objectif c'était de faire en sorte qu'on ait un salarié complémentaire offert gratuit, que sais-je encore. Comment vous vous y prenez, vous, pour au niveau des maîtres de stage? Est-ce que c'est des tuteurs? Comment est-ce que eux sont adaptés à vos attentes et peuvent relayer les besoins et ce que vous avez, vous, vu, comment ça marche, ce côté-là? Après, chaque structure est différente et chaque, structure a un mode d'organisation aussi différent. L'avantage que l'on a aussi, c'est qu'en fait, on va voir aussi nos élèves sur les lieux de stage, donc on a des rencontres aussi physiques Oui, pour pouvoir faire des points réguliers sur, le suivi du jeune par rapport à son stage. Donc, rien ne vaut mieux qu'en fait une rencontre pour pouvoir échanger et puis ça valorise énormément le jeune de voir, qu'on s'intéresse à lui, qu'on se rend sur place et qu'on parle de lui, en fait. oui. Après,
On a des structures alors, qui accompagnent super bien nos élèves, qui sont dans la transmission, qui, sont dans le partage, enfin, on va dire que la plupart de nos entreprises, enfin nos partenaires en fait, sont dans ce cas-là. Comme tu le dis, on a aussi des lieux de stage où, oui, on a besoin de ces élèves-là parce que, ça fait de l'encadrement supplémentaire. Mais malgré tout, nos jeunes en fait, ils trouvent quand même du sens parce qu'ils sont utiles, ils se sentent bien Mmh. malgré tout, donc eux le perçoivent pas comme quelque chose de négatif. Et puis après, on a aussi le souci des grosses structures où au final, on a le DRH, qui accepte les lieux de stage, mais on a des maîtres de stage qui, sont pas forcément au courant qu'ils vont avoir un stagiaire Oui, ça arrive ou ça. alors on leur demande pas forcément leur avis, sur, est-ce que est-ce que vous prenez ou pas, quoi. Donc c'est vrai que, parfois ça dépend comment est-ce que, le jeune est propulsé en fait dans ce lieu de stage et puis, mais en règle générale, sincèrement, ça se passe tout le temps très, très bien, quoi. On n'a pas de voilà, si on voit qu'il y a des soucis avec un lieu de stage, bon, d'un commun accord, on met un terme à cette période de stage et puis on trouve autre chose. Mais enfin, sincèrement, moi, ça fait 21 ans que je suis en maison familiale, c'est très, très rare. C'est très, très rare. Je me pose une autre question. Je me dis, au début, tu l'évoquais, on est face des fois à des jeunes qui ont des problèmes de scolarité. Mmh. Du coup, tu changes l'école par l'école. Et pourquoi ton école à toi, elle est mieux pour eux? Alors, quelle est la pédagogie différenciée qui fait que tout d'un coup, un gamin qui s'y est jamais retrouvé, hein, parce que je pense que des fois, c'est pas adapté pour eux, hein. Mmh. Je ne dis pas C'est que le ça, gamin est pas adapté, moi. Moi, je dis que le système est pas adapté au gamin. Et du coup, complètement. comment vous faites, vous, ce tour de passe-passe pour que tout d'un coup, quelqu'un à qui on a dit t'es nul, t'arriveras jamais à rien, il arrive chez vous et hop, c'est une révélation. Comment Alors, tu vois ça d'un point de vue pédagogique? moi, je pense que, heu, on a cet accompagnement privilégié. C'est-à-dire que ce soit, les formateurs alors nous, on n'est pas des profs, hein, en maison familiale, on a des formateurs, nous sommes formateurs. C'est-à-dire qu'on a cet accompagnement global de l'élève. C'est-à-dire que le formateur, il est pas qu'en salle de cours, il est aussi en accompagnement sur les temps de repas, sur les temps d'études, sur les temps de veillée. Finalement, le jeune, il est jamais tout seul à la maison familiale. Il a tout le temps une équipe encadrante. Il va avoir des AVS s'il a des besoins spécifiques, des besoins particuliers. Il va avoir voilà, des personnes encadrantes. Il va avoir l'animatrice aussi sur le temps du repas le midi avec un formateur. Il va avoir la surveillante de nuit qui va être aussi en animation le soir sur les temps de veillée avec un formateur et avec l'animatrice. C'est-à-dire que le jeune, il est toujours encadré. Il a toujours en fait des adultes avec lui et des adultes qu'il a aussi en salle de classe. Donc c'est-à-dire que le formateur à la maison familiale, par exemple, il ne va pas rencontrer le jeune que en salle de classe. Il va avoir d'autres moments privilégiés avec lui tout au long de la journée, que ce soit sur les temps de repas, sur les temps d'études, sur les temps de veillée, sur les temps de coucher, sur les temps de voilà, on va jusqu'à à l'internat en fait dans cet accompagnement-là. Donc je pense qu'en fait on connaît, puis on a des petites structures à taille humaine, ce qui fait qu'on connaît nos jeunes, on connaît les parents, on sait où ils sont en stage, on a cet accompagnement-là global, on va dire, sur beaucoup de choses. Bien souvent, on a eu les frères et les sœurs. Enfin, on est une maison familiale, Familial. c'est-à-dire, voilà, enfin, notre nom porte réellement enfin, le sens à ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on a cet accompagnement-là très particulier. Et puis, enfin, la valorisation des stages aussi. Enfin, faut pas se leurrer. Des élèves pour qui rester en salle de classe toute l'année, tout au long de la journée, c'est compliqué. Enfin, on n'est pas fait pour rester assis tout le temps, hein, même nous, Oui. hein, en tant qu'adultes. Ce qui fait que demander ça à des élèves qui, voilà, ont envie de découvrir, ont envie de faire autre chose, le fait d'être la moitié du temps en stage, ça libère énormément de temps pour faire autre chose et puis de se concentrer sur l'autre moitié de temps où on est en classe, tout simplement. Tu as nommé plusieurs métiers. Tu as dit formateur. Il y a des surveillants. Alors, il y a quoi comme métier? C'est quoi l'ensemble des métiers? Tu peux nous les lister? Comment tu les as nommés?
Alors, si on rentre à la maison familiale, on va être accueilli par la secrétaire. Et OK, puis, on peut être accueilli aussi par la secrétaire comptable. d'accord. Ensuite, donc du coup, alors si je fais la petite visite guidée Ouais, virtuelle de notre maison, on peut aussi donc être accueilli par moi, parce que je suis juste à côté aussi à l'entrée. Donc le bureau de la direction est juste à côté du secrétariat et de la comptabilité. Et puis ensuite, donc on va avoir 2 AVS qui accompagnent donc nos élèves à besoins spécifiques. Nous avons 9 formateurs, parce que nous avons 9 classes, donc 9 formateurs. ouais, Nous avons 2 agents d'entretien, une intérieure et un extérieur. Nous avons une animatrice. Nous avons donc une surveillante de nuit pour l'internat oui. et nous avons une cuisinière. C'est quoi une animatrice? Son rôle? L'animatrice, alors en fait, elle propose des animations comme en fait on a un internat. Elle propose des animations sur le temps de vie résidentielle le soir, donc après les repas, entre le repas et puis le moment en fait du coucher. Elle propose des animations, des activités pour les élèves le soir pour améliorer, on va dire, le quotidien de nos jeunes qui sont internes. Oui, ça peut être quelque chose de ludique, ça peut être, Exactement. voilà, Ça c'est peut être des jeux de société, ça peut être des repas à thème, ça peut être des films, ça peut être des balades, ça peut être des activités sportives, ça peut être des courses d'orientation, ça peut être, enfin voilà, ah, elles ont, énormément elles de ont plein possibilités. d'imagination, donc voilà, elles travaillent toutes les deux en fait en binôme entre l'animatrice et la surveillante de nuit, donc pour l'accompagnement de nos élèves en soirée. Surveillante de nuit, donc vous avez un internat. Voilà. Vos élèves, ils sont tous internes ou ils sont externes, demi-pantins, comme on disait à l'époque pour moi, et Alors en fait, internes? ils sont soit demi-pensionnaires, soit internes. En fait, ils mangent tous à la cantine le midi. Ouais, Après, on a ouvert la demi-pension. Donc historiquement, les maisons familiales, tous les élèves sont internes. À la maison familiale de Saint-Projet, donc la demi-pension s'est ouverte à la suite du Covid, où oui, finalement, pour pouvoir espacer les jeunes dans les chambres d'internat, on a ouvert à la demi-pension. Et puis on a gardé en fait la demi-pension parce que comme nous sommes aussi donc un établissement privé, forcément la pension, enfin la scolarité a un coût et à rajouter la pension, forcément c'est un coût supplémentaire et c'est vrai que parfois, on a des familles qui ne peuvent pas assumer en fait tous ces coûts-là. Donc pour pouvoir en fait répondre à plus de familles possibles, en fait, on a laissé cette demi-pension ouverte. d'accord. Là, je vais faire le gars un peu embêtant, mais du coup, en Mmh. termes de cohésion, entre ceux qui sont pensionnaires et ceux qui Ouais, sont demi-pensionnaires, il y a toujours un écart. Moi, j'ai vécu la pension, que j'aurais ouais, jamais échangé contre quoi que ce soit au monde, tellement que c'était merveilleux. Mais du coup, il y a vraiment les pantins et les demi-pantins. Ça, c'est sûr. comment tu l'observes ça? Alors, pas forcément parce qu'en fait, aujourd'hui avec les téléphones, ils sont quand même, même s'ils sont pas là physiquement, ils sont présents, Ouais. via tous les réseaux possibles et inimaginables. Mais, ce que l'on fait, c'est que quand on organise, par exemple, des soirées à thème ou quand on organise des animations un peu plus importantes, on va dire, on l'ouvre aux demi-pensionnaires. Ah, c'est bien. Mmh. C'est super ça. Dis-moi, tout à l'heure, vous avez parlé des parents. Les parents, Mmh. ils disent quoi, c'est quoi leur retour de quelqu'un qui a mis son enfant à la MFR? Quel changement il observe et comment il vous les verbalise? Alors, ce que j'ai pas précisé non plus, c'est que, à la base, les maisons familiales, donc je vous ai dit que c'était, une association, ce sont des associations, loi 1901, mais ce D'accord, sont avant tout des associations de famille. C'est-à-dire que, nous sommes gérés par un conseil d'administration, de parents ou d'anciens parents d'élèves. Notre présidente est une ancienne maman d'élève. Notre vice-président, nos vice-présidents sont aussi des anciens parents d'élèves. Notre secrétaire est une maman d'un élève en troisième, enfin qui va rentrer en troisième, qui est en quatrième l'année dernière. Donc voilà, on est une association de parents. Donc c'est ce conseil d'administration en fait qui gère, qui prend les grandes décisions. On a ce système associatif là. Donc, d'accord. dire que les parents sont impliqués, Ouais. c'est le cœur même en fait de notre fonctionnement.
le retour après que font les parents, c'est que concrètement, on n'a pas parlé non plus du fonctionnement, mais nos élèves à la maison familiale ont des services. C'est-à-dire que ils vont entretenir leur salle de classe, ils vont entretenir leur chambre, ils vont faire la vaisselle le midi et le soir, ils vont entretenir les espaces extérieurs. En fait, ils sont responsables en fait de l'entretien aussi de la maison familiale. C'est-à-dire que concrètement, si je suis responsable par exemple, des sanitaires, je vais faire en sorte que les sanitaires restent propres si j'ai pas envie d'y passer toute ma récré, par exemple. Donc les élèves sont réellement investis, intégrés et responsabilisés sur tout ce qu'il y a à faire à la maison familiale. C'est pas la tâche que des agents d'entretien. C'est aussi leur responsabilité à eux. Bon, évidemment, ils passent derrière, hein, mais Oui. de manière générale, le plus gros est fait par nos élèves. Et les parents remarquent en fait une montée en autonomie, une montée en responsabilité. Des jeunes qui arrivent à l'internat et qui sont obligés de faire leur lit tout seuls, qui sont obligés de ranger leur linge, de faire leurs valises, de ne pas oublier la moitié des actes. Ça les rend autonomes, Eh ben concrètement. oui, tout à fait. Est-ce que pour structurer ça, il y a des chartes d'engagement? Vous avez des choses sur lesquelles tout le monde s'engage, entre parenthèses, hein? Il y a une charte de bien vivre ensemble, il y a des choses comme Alors ça? on a un règlement intérieur en fait, on a des règles parce que enfin voilà, pour vivre en collectivité, Oui. on doit avoir des règles communes pour que tout se passe, pour le mieux. On a un règlement intérieur qui est signé par toutes les parties, qui est lu et rappelé, si besoin et qui est signé par toutes les parties, par les élèves, par les familles et puis pour nos apprentis aussi par les maîtres d'apprentissage. Est-ce que vous avez tu sais, un petit peu, on parle du conseil municipal des jeunes, on parle de choses comme ça. Est-ce que vous avez des temps où vos élèves ont des représentants qui viennent échanger avec vous sur divers points, je sais pas moi, organisation, pédagogie, stratégie, etc. Vous faites des choses comme ça? Donc on a, des délégués de classe, donc on a des représentants de classe. Oui. Et puis, comme je vous parlais du conseil d'administration tout à l'heure, on a des commissions en fait dans ce conseil d'administration, où on a une commission par exemple de vie éducative, où on fait des commissions pour les repas, on fait des commissions pour des animations, on fait en fait des commissions aussi pour laisser la place aux jeunes par le biais des représentants, ou si on a d'autres élèves qui ont envie de se rendre présents en fait lors de ces commissions, tout est possible aussi, ouais. Mm. Donc on laisse on va dire, il y a des salariés de la maison familiale, mais il y a aussi des bénévoles, donc des parents ou des anciens parents et des élèves qui assistent à ces commissions-là. Ouais, c'est bien ça. En vérité, c'est maison familiale et rurale, quoi. Exactement. Et du coup, quand même, on dit rural, mais tu sais, rural, des fois, ça peut être péjoratif. Non, Bon, parce que pour oui, certains, hein, ouais, je parle. parce que historiquement, en fait, les maisons familiales, elles étaient rurales parce que c'est venu en fait des agriculteurs en fait pour pouvoir former leurs enfants, éviter qu'ils partent loin et qu'ils puissent recevoir un enseignement. Et puis ensuite, ça a été aussi pour les filles. Enfin, à la base, on est vraiment sur de l'agriculture, donc c'est pour ça qu'au final, elles se sont construites au cœur des exploitations agricoles, bien Hum. souvent. Au début, les formateurs étaient payés, enfin, on payait la pension à la maison familiale avec des pommes de terre, des poulets, des carottes et ce qu'on faisait à la ferme, en fait, hein. Donc historiquement, on est réellement ancré enfin voilà, et puis on fait partie du ministère de l'Agriculture, donc on a cette valeur en fait de la ruralité et du monde agricole qui est fort en fait en maison familiale, parce qu'historiquement, voilà, on appartient à ce milieu-là. Après les Oui, pardon. Quand tu me dis historiquement, ça a été créé quand, les maisons familiales, et où? Alors, ça a été créé à Lausanne, dans le Lot-et-Garonne. Et alors, je suis hyper mauvaise élève, mais il me semble. Alors, attends, j'ai perdu la date, mais Ouais, mais voilà. c'était les années Ouais. 80, 70, Ah non, bien avant. Ah Euh, oui. En 1935. Ah bah oui. Donc, ça date d'un. Bah, c'est de l'avant-guerre, hein. C'est ça. Mais du coup, c'est vraiment un mouvement d'agriculteurs qui a pu créer en fait cette première maison familiale, quoi. Et au tout début, enfin, on oublie aussi la base de notre logo, mais aimer faire donc ces maisons familiales rurales.
Mais historiquement, notre logo, c'est aimer faire Réo, parce qu'on a aussi cette mission, c'est éducation et orientation. Parce qu'on Ah, a notre mission éducative, mais on a aussi notre mission d'orientation pour nos jeunes. Donc notre logo, c'est aimer faire Réo entièrement. d'accord. Dis-moi, tout ça c'est incroyable. Tu sais que nous on parle aux formateurs, aux formatrices. Mhm. Ils ont quel profil les gens que tu recrutes en tant que formateur et qu'est-ce qu'il faut faire pour être formateur à la MFR? Alors, pour travailler en maison familiale, concrètement, aujourd'hui, il faut un minimum d'une licence, donc en fonction des matières que l'on enseigne. Oui, Voilà, en fonction, enfin, voilà, une licence dans le domaine des formations enseignées. Après, la particularité que l'on a en maison familiale, c'est qu'on n'enseigne pas qu'une seule matière. C'est-à-dire que bien souvent, on fait plusieurs matières. Par exemple, si on fait le sport, on peut aussi faire de la biologie ou de la biologie du sport. Si on fait de l'histoire géo, bien souvent, on fait aussi un petit peu de français. ah, Quand on fait d'accord. des maths, on fait aussi un petit peu de physique. En général, on n'est pas cantonné que dans une seule matière. On a cette polyvalence-là et on a cette, on va dire, nous on appelle ça la fonction globale aussi du formateur, c'est qu'il n'a pas que de l'enseignement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il accompagne aussi l'élève sur toute la journée et puis il fait aussi tout ce qui va être suivi de stage, tout ce qui va être suivi du jeune pour l'orientation, le lien avec les familles, le lien avec les maîtres de stage. On a ce système de tutorat et ce système d'accompagnement en fait. On a de l'accompagnement individualisé, on a voilà plein de modules pro et de modules en fait spécifiques en fait à chaque classe qui font que on n'enseigne pas une seule matière en fait en maison familiale. Ah, du coup, c'est bien ça. Oui, il m'a semblé comprendre tout à l'heure que tu avais dit on a 9 formateurs parce qu'on a 9 classes. C'est ça. Donc chaque formateur est responsable d'une classe. D'accord, voilà, il y a un référent, il est vraiment Ouais, référent de sa classe. Ok. exactement. Et bien sûr, les autres formateurs interviennent dans sa classe, Et exactement. Tous puisque les formateurs interviennent dans dans toutes les toutes les classes. classes. Ouais, c'est Mm. bien. Ouais, c'est Ouais. bien ça. Et donc le formateur référent va faire le planning de sa classe, va gérer sa classe sur la semaine, va traiter voilà les absences, va traiter les soucis de discipline, fait le lien avec les familles, gère. C'est quoi les amplitudes horaires là pour un formateur chez vous? Il est à 35 heures, 40 heures? Non, on est à 39 39 heures heures, ouais. semaine. Ouais, Ouais, on fait à peu près du 9h 17h30. Et ouais. comme je le disais tout à l'heure, on a aussi donc des services repas avec nos élèves et puis on a des études jusqu'à 18h30 et puis des veillées jusqu'à 21h15 avec les jeunes. Et là, les formateurs sont aussi sur l'éveillé. Il n'y a pas que... Exactement, Ah. exactement. Mm. Et du coup, c'est chacun leur tour? S'ils ne sont pas tous Ouais, il y a un certainement... petit planning, il y a un petit Ouais, planning pour ouais. que ça tourne et que tout le monde puisse, tout le monde est Bah, tout le monde présent. participe en vérité, hein. Exactement. Il y a une équité au niveau de l'équipe. Et puis même au niveau des études, cette année, notre secrétaire comptable, nos AVS participent en fait aussi à l'accompagnement des élèves sur les temps d'études. Ouais, c'est bien ça. En Mm. vérité, ce que j'aime bien dans ta démarche, dans ce que tu décris, c'est souvent ce que je vois pas en entreprise. Moi, j'accompagne aussi les entreprises, pas que des formateurs. En entreprise, en vérité, il y a une espèce de détachement de l'objectif et du service global de l'entreprise. La comptable, elle fait que de la comptabilité. Mais non, la comptable, elle aide aussi les gens à... Et du coup, vous, ils sont vraiment au cœur de ce dispositif. Je trouve que c'est très impliquant, ça. C'est pour ça que je parle d'équipe pédagogique, c'est-à-dire que n'importe quel membre de l'équipe est capable et se doit aussi de reprendre un élève s'il trouve que son attitude n'est pas correcte. Je sais pas, on voit un élève jeter un papier, est capable de lui dire tu vas mettre ton papier à la poubelle, est capable voilà, un élève qui est pas bien, d'aller le voir et de prendre en compte aussi voilà, Oui, son problème, et être capable d'être à l'écoute. Donc, pour moi, l'ensemble de l'équipe est une équipe pédagogique qui est capable de prendre en compte chaque jeune. du coup, quand tu viens travailler en tant que membre de l'équipe pédagogique, toi, je mets pas. Mhm. Ouais. Tu as besoin quand même qu'il y ait une vraie cohésion entre toi et l'équipe en place. Tu fais des temps, des moments, parce que là, de la façon dont ça marche, en vérité, on vient pas tout seul, je pose mes valises, je fais mon truc et je me casse. Donc, du coup, il y a vraiment besoin, pardon, d'une cohésion d'équipe.
Comment tu mets ça en place? Tu fais de l'intégration? Tu fais comment? Alors, pour l'instant, alors c'est pas parfait, c'est pas tout le temps, voilà, il y a parfois des petits couacs au niveau de la communication. Il y a parfois, enfin voilà, hein, je suis pas parfaite et puis l'organisation est pas parfaite, mais petit à petit, puis moi ça fait qu'1 an que je suis là, donc c'est vrai que, bon, on hérite aussi de l'organisation du passé, mais là on essaie de mettre en place en fait une autre organisation. Tous les vendredis matins, il y a une réunion d'équipe enfin, là, c'est l'équipe pédagogique, en fait, pour faire le point, le bilan sur les jeunes. Donc là, l'organisation, elle est comme ça pour l'instant. Le souci de cette organisation-là, c'est qu'au final, il n'y a que l'équipe pédagogique qui est présente. Moi, l'idée, c'est qu'à la rentrée, en fait, on puisse avoir un temps, la grande équipe avec la majorité, en fait, de l'équipe pour que tout le monde puisse, en fait, être présente et entendre, en fait, toutes les Tout. informations, en fait, générales qui puissent être données et puis avoir aussi les petites particularités, qu'on a besoin de savoir pour nos jeunes. Oui, et puis tous les signaux faibles que tout le monde, va Voilà, voir enfin, en il disant: doit «Voilà, être au attention, courant. point Exactement. d'attention» et cetera. Super ça. Exactement. Donc, voilà, il y avait des temps, mais qui ne me convenaient pas parce qu'en fait, toute l'équipe n'était pas présente. Donc ça, on va y remédier à la rentrée. Et puis, ce que j'ai mis en place aussi en arrivant, c'est que tous les vendredis avant les périodes de vacances, les élèves partent le jeudi soir pour qu'on puisse avoir, le vendredi, en fait, en journée d'équipe. Ah, c'est bien. Donc bien souvent, ce qu'on organise, c'est que, le matin, on travaille tous ensemble, on fait une réunion commune. Ensuite, on continue avec le côté pédagogique pour mettre en place, voilà, faire des bilans sur ce qui s'est passé, ce qu'il y a à faire. Et puis, bien souvent, on partage un repas. Et puis, l'après-midi, on fait des activités, enfin, un peu plus, On fait un peu de enfin, cohésion. ouais, un petit peu. Alors, on n'a pas encore mis ça en place. Là, il va falloir qu'on le fasse. Mais enfin, voilà, petit à petit, j'essaie aussi de m'approprier. Voilà, fallait que je connaisse l'équipe, fallait que je puisse voir où est-ce que, enfin, ce que je pouvais faire et comment. Mmh. Mais voilà, petit à petit, on essaie de mettre des temps ensemble. Et puis, on Mmh. essaie de créer ces temps de cohésion-là qui sont hyper importants. Et puis en fin d'année, on organise aussi, là, la semaine prochaine, on organise aussi un repas partagé avec notre conseil d'administration. Donc, on se réunit avec le conseil d'administration à peu près tous les 2 mois. Tous les salariés sont invités et puis on fait un repas, ensemble, on va dire tous les étés en général, à la fin de période. Et puis le CA aussi est invité, pour les repas de Noël. On fait des repas de Noël avec les élèves, avec l'équipe et puis avec les membres du conseil d'administration. Ah, c'est très bien ça. Il y a quelque chose d'important dans ce que vous faites, c'est la temporalité de vos regroupements qui sont à la semaine. Mmh. Il faut savoir que, dans notre société occidentale, la semaine est vraiment l'élément de référence temporel. Parce qu'en gros, on sait ce qu'on a fait la semaine dernière, on a une vraie idée de ce qu'on va faire cette semaine et une vision approximative de ce qu'on fera la semaine prochaine. Par contre, la fin du mois, on ne sait pas. Bon, là, c'était facile. La fin du mois, c'était il y a 2 jours, mais la fin du mois de juillet, je sais pas. Et très souvent, je vois dans les organisations, ils ont un petit bilan mensuel, mais mensuel, c'est trop tard. T'as pas de correctif quand tu es en mensuel. Et en vérité, c'est d'un côté, tu fais des bilans. Ah, ben ça n'a pas marché. Oui, alors sauf que vous êtes à la semaine. Ah, il y a ça qui fonctionne pas, on y remédie. Et ça, c'est très très bien en termes d'organisation d'avoir vraiment cette temporalité à la semaine. C'est super ça. Et puis pour pouvoir aussi rectifier, enfin, je vois avec nos jeunes, hein, faut pas, enfin, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, hein. Ah bah C'est-à-dire que oui. quand on travaille avec de l'humain, il y a aussi ses particularités, hein. C'est-à-dire que de pouvoir en fait faire un point à un moment donné sur un jeune, c'est de dire à un moment, bon, on met un avertissement, bon, là, on va recevoir le jeune. C'est d'acter les choses en fait. Oui. Et on remet pas à la fois d'après ou alors il y a des petits loupés parfois, mais bien souvent le fait qu'on puisse aussi prendre le temps et qu'on puisse revenir sur des situations particulières, on a un suivi des jeunes. Alors Mmh. parfois on peut nous dire, «Vous êtes un peu strict», parce mais en fait on est obligé d'avoir un cadre hyper rigoureux et de se Oui. tenir à nos engagements en fait. Si on Mmh. veut que, la vie en collectivité elle fonctionne et que, ce soit pas le bazar en classe, que ce soit pas, non plus tout le temps compliqué. Donc c'est vrai qu'on se doit de tenir un cadre, un cap et puis de s'y tenir. Mmh. Ouais, je pense que cet accompagnement global, moi aujourd'hui, est nécessaire parce que en vérité, on voit plein d'actes désagréables tout autour de nous, en vérité, où on ne donne aucun retour. Donc du coup, bah c'est pas grave, on recommencera, tu vois. Alors que là, en tenant les gens entre guillemets, alors tenir, hein, comme on a bien compris que vous n'êtes pas des gardes de prison, hein.
mais à travers le dialogue, à travers l'action-réaction, du coup, les gens se responsabilisent, ils comprennent mieux aussi. Et pour avoir accompagné des fois ce genre de public, je sais qu'ils sont très demandeurs de cadre en vérité. Mais ils attendent que ça, en fait. Bah oui, bah oui, Après, dans nos missions aussi, enfin dans nos valeurs, dans les valeurs partagées dans les maisons familiales, on a aussi cette ouverture. C'est-à-dire que on se doit aussi, mais je pense comme dans n'importe quel système scolaire, mais on se doit en fait de faire en sorte que nos élèves soient de futurs citoyens en fait responsables. C'est-à-dire qu'on leur doit cette ouverture d'esprit, on leur doit de les rendre curieux, on se doit de les rendre en fait aussi responsables sur tout ce qu'ils font et dans ce que l'on fait au quotidien. Donc, il n'y a pas qu'en salle de classe. Quand je parle de l'alternance à visée intégrative, quand je parle de service, quand je parle de l'internat, quand je parle de l'accompagnement que l'on peut faire, c'est moi j'aime à dire aussi qu'on est en tant que formateur et puis même en tant que accompagnant d'élèves, on est des petits semeurs de graines. C'est-à-dire que en plus, on est avec des ados, c'est-à-dire que l'adolescence, c'est pas la période la plus facile oui. et la plus évidente. Mais je me dis, on sème des petites graines, c'est-à-dire que même si l'élève il n'est pas en mesure en fait d'entendre, de recevoir ce qu'on lui dit, c'est pas grave. Il écoute, il met dans un petit coin de sa tête, et puis à force d'entendre en fait tout le temps la même chose, à force de se dire, il dit peut-être pas que des bêtises, mais c'est peut-être pas sur cette année de quatrième, c'est peut-être pas sur cette année de troisième, mais ça viendra peut-être en seconde ou en première ou un peu plus tard où il se disait putain mais mon formateur il m'avait dit ça et puis voilà. Moi j'aime à me dire qu'on est des semeurs de graines et puis eh bien, si on a des petites graines qui peuvent germer, eh bien, c'est qu'on aura réussi notre mission. Et puis parfois, ça mettra plus ou moins du temps, mais ça aura cheminé. Concrètement, ces jeunes, quatrième, troisième, CAP. Alors CAP, on comprend, hein, c'est quelque chose, c'est un diplôme qui permet de travailler. Mm. Qu'est-ce que c'est un petit peu leur suite professionnelle quand ils ont fait quatrième, troisième ou CAP? Vers quoi ils s'orientent? Qu'est-ce que tu observes? En fait, on a des passerelles possibles et inimaginables qui sont super pour nos jeunes. C'est-à-dire que en fait, un élève en quatrième, troisième, il peut très bien se dire bon ben, je vais renouer avec l'école, je vais essayer de trouver ce que j'ai envie de faire, et puis je pars sur autre chose, sur un CAP, sur un bac pro. Je peux retourner aussi dans le général parce que ben, je me rends compte qu'en fait, c'était peut-être pas fait pour moi non plus les stages. Donc ça donne en fait plein de possibilités. Et puis une fois que je suis en CAP ou en bac pro, ben en CAP, une fois que j'ai fait mon CAP, si j'ai fait un très bon CAP, ben, je peux rentrer directement en classe de première en bac pro. Ou Ouais, si j'ai un petit peu plus de difficultés, ben, je peux refaire une seconde et puis refaire une première, une terminale. Mais que ce soit à la maison familiale ou dans d'autres maisons familiales ou dans d'autres cursus, c'est-à-dire qu'en fait, le CAP, c'est un tremplin, le bac aussi, et on peut aller après vers des BTS, vers des licences. Enfin, c'est infini en fait la oui, possibilité. tout à fait. Il n'y a pas de contraintes, on va dire. Il y a plein de possibilités. Je vois nos jeunes, ils sont capables de. Alors, on a ceux qui ont envie de rentrer dans la vie active très rapidement. Ça, c'est pas un problème parce que on est sur des secteurs en tension, sur le service à la personne ou même en jardinier paysagiste où en fait il y a du travail. Donc, c'est des formations qui sont porteurs et puis voilà, si on a envie de travailler, ben, on trouvera du travail sans problème. Et puis, si on a envie de continuer pour pouvoir je sais pas moi, monter en compétence. Après un CAP JP, on peut très bien faire le bac pro, on peut très bien aussi partir après derrière en licence. Sur le bac pro service aux personnes, ben, on peut très bien partir aussi derrière sur un BTS. Enfin, il y a ou après rentrer dans des concours. On peut très bien rentrer en tant qu'éducateur spécialisé. On peut aller sur moniteur éducateur. On peut rentrer en école d'aide-soignant, en école d'infirmière. Enfin, il y a énormément de possibilités. Et puis, ce bac pro aussi service aux personnes. Par exemple, pour des jeunes qui ont envie d'être pompiers, d'être gendarmes, de rentrer dans l'armée, il faut un bac. Il faut un bac, même un bac pro. C'est-à-dire que quand on a envie d'être gendarme, quand on a envie d'être pompier, quand on a envie d'être dans l'armée, par exemple, ben, on a envie d'être au service des personnes. Donc ce bac pro service à la personne, ben, ça peut être un très bon tremplin pour pouvoir après rentrer en gendarmerie, dans l'armée ou chez les pompiers, ou même en parallèle.
Ça, c'est important ce que tu dis parce que moi j'ai vu et j'adore ces parcours du gamin à qui on a dit de toute façon t'es nul, t'arriveras jamais à rien, qui rentre en apprentissage et qui finit ingénieur. Et Ah mais complètement. ça c'est d'une magie. Moi c'est quelque chose à chaque fois. Je me dis waouh quoi. On a on a des témoignages là qui sont incroyables. On a des élèves qui font, alors on dit un grand chelem, hein, mais qui rentrent chez nous en quatrième, qui peuvent faire quatrième, troisième, CAP, bac pro. Moi, j'ai des élèves qui derrière sont passés en école d'aide-soignante et qui sont aujourd'hui infirmières. C'est-à-dire qu'on a des parcours, mais juste formidables. C'est-à-dire que des élèves qui auront pris le temps, qui auront mis le temps, mais qui auront atteint leur objectif. C'est-à-dire Mmh. que moi, j'adorais faire l'orientation avec mes classes, que ce soit, enfin, quand j'étais formatrice, que ce soit auprès de troisième, que ce soit auprès de CAP ou auprès de bac pro, parce que en fait, avec eux, on dessine leur avenir, c'est-à-dire que peu importe le chemin que tu emprunteras, il sera peut-être un petit peu plus long, ce sera peut-être pas la voie la plus directe et la plus simple, mais tu y arriveras en fait. Il y aura Mmh. plein de possibilités qui s'offriront à toi. Donc, c'est ça qui est génial dans ce que l'on peut faire et dans notre accompagnement aussi. On peut aussi noter que sur ces parcours-là, l'employabilité directe, elle est bien au-delà d'un diplôme classique, hein. Et puis, enfin, un élève qui aura fait 3, 4, 5 ans chez nous ou dans n'importe quelle autre maison familiale, il aura passé la moitié de son temps en stage, il aura un CV, mais sorti de bac, il aura un CV, mais juste énorme. Il aura une expérience professionnelle, mais impressionnante. Moi, je discutais avec des directeurs d'IFSI, donc pour tout ce qui est école d'infirmières, Mmh. d'infirmiers. Quand un élève en fait de bac pro veut rentrer en école d'infirmier, il aura fait minimum 3 stages. 3 stages par an, donc c'est-à-dire Mmh. 9 stages. Il sait exactement en quoi consiste le métier d'infirmier. Il Oui. sait la difficulté, il connaît la pénibilité du travail. Il, Il en il- connaît il- aussi les avantages, hein, Elodie. ex- Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, un élève qui n'a jamais mis les mains dans cette difficulté, parce que c'est un métier qui est compliqué, qui est génial, qui est super, parce Ouais, qu'on soigne des personnes, on accompagne des personnes, mais enfin, faut aussi se le dire, c'est un métier qui est dur. oui. Et des élèves qui ont en fait cette image du métier qui est chouette, mais qui n'ont pas goûté en fait, qui n'ont pas mis les mains dedans. Au premier stage, en fait, ils se rendent compte de la difficulté et donc ça peut faire peur et donc ça peut se dire, en fait, non, c'est pas pour moi. Nous, nos élèves, en fait, ils connaissent tout ça et ils le font parce qu'ils ont pleinement conscience, en fait, de tout ça et c'est pour ça qu'ils veulent le faire par la beauté du métier et par ce qu'ils peuvent apporter, en fait, aux usagers. Oui, puis là, s'ils sont toujours là, c'est qu'ils savent que ça leur va. Exactement. C'est pas Moi, y croiver, c'est on veut, on c'est veut. ça. Mais quand on a des élèves qui nous disent, mais madame, si moi en tant que stagiaire, je suis pas là pour pouvoir les aider et passer un peu de temps avec eux, mais qui le fera? Moi, Oui. j'ai dit, moi, toi, t'as tout compris. C'est bon, vas-y, avance. C'est ça, c'est ça. Mm. Dis-moi, comment on vous trouve, comment on vous rencontre? Alors nous, on organise donc deux portes ouvertes dans l'année. Donc on Ouais. communique aussi, puis on a un site internet. Voilà, on est rue de Bellone à Saint-Projet, donc c'est facile à trouver. Et puis, ben, on est ouvert tout le temps, c'est-à-dire que si demain vous avez envie de vous inscrire à la maison familiale, et ben, vous prenez un rendez-vous et puis on vous reçoit avec grand plaisir. Nous, on est tout le temps ouvert, c'est-à-dire que on peut accueillir en fait des personnes tout au long de l'année. On fait découvrir notre maison en fait. Voilà, on essaie de s'adapter en fonction des besoins. On essaie réellement de pouvoir s'adapter aux jeunes et leur trouver des solutions. Vos jeunes, concrètement, ils viennent d'où? T'as vraiment de l'intramuros, La Rochefoucauld et tout autour, ou bien ils viennent d'un peu partout avec l'internat? Alors je pense qu'on est, on va dire, 30-40 km autour de Saint-Projet, on va dire, de La Rochefoucauld. Mais on a des petits cas isolés qui viennent un petit peu de Haute-Vienne, on en a qui viennent très 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 rares, mais on en a aussi qui viennent de Sèvres, Vienne. On en a un petit peu, mais on a les 90% de nos effectifs qui viennent des alentours en fait, hein. Mmh. On est vraiment Angoulême, on va jusqu'à un petit peu Ruffec, on monte un petit peu Chasseneuil. Voilà, on est vraiment dans ce secteur-là, quoi.
Mmh. Très bien. Montant-Bœuf, et cetera. Enfin, on est vraiment sur, vraiment aux alentours, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui ont un jeune chez eux, bon, qui est un peu perdu, bon, ils ont bien compris que l'école c'est pas pour lui, mais bon, comme on lui a dit que c'était de sa faute au gamin, bon, on change un peu la vue. Qu'est-ce que tu dis à ces parents, toi, pour les inciter à venir à la MFR? Bah, qu'en fait, rien n'est perdu et qu'en comprenant, en fait, en accompagnant au mieux le jeune et puis en fait, c'est ça, en lui redonnant confiance, on peut arriver à faire plein de choses avec ces jeunes, leur donner des perspectives d'avenir. Et puis, le premier objectif réellement dans n'importe quelle classe, c'est renouer avec l'école. Comprendre qu'en fait, par le biais des stages, on peut arriver à faire plein de choses, leur donner confiance et en fait, les parents, quand ils nous confient leurs enfants, enfin, il y a réellement ce pacte en fait de confiance. Les parents, ils nous confient leurs enfants. Ils nous font confiance, on nous les confie, c'est-à-dire qu'ils nous les laissent pour la semaine bien souvent. Donc, je pense que cette confiance-là, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va accompagner le jeune et puis on l'a du début à la fin. Donc, il rentre, il sait pas trop, et il sort, il a un projet en fait. Donc, c'est arriver à mettre, voilà, qu'ils prennent confiance, qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent trouver ce qu'il a envie de faire. On a réellement toutes ces missions-là et je pense, enfin, sincèrement, que pour n'importe quel jeune que l'on a reçu ici, on a tout le temps fait notre maximum. Mm. Eh ben écoute, on arrive au terme de notre échange. J'espère que ça aura d'abord informé les gens sur ce que sont réellement la MFR, informer les parents, informer ces jeunes et informer aussi les formateurs qui y sont, à, à pouvoir vous rencontrer. Tu as dit, bah, vous faites des journées portes ouvertes, on peut prendre rendez-vous pour aller vous voir, donc le contact est très facile. Complètement. On a un site internet aussi. D'accord. On a un site internet qui est très bien fait. On peut prendre contact aussi via ce site-là. Et puis, enfin, je pense que la meilleure des choses, enfin, pour moi, le contact humain, il est hyper important. C'est-à-dire que nous, on n'inscrira pas un élève sur une plateforme, via une plateforme ou par Oui. téléphone. Nous, on a besoin de rencontrer le jeune, rencontrer la famille et créer un projet en fait avec la famille et le jeune pour pouvoir voir sur quoi on s'engage et vers où on va. Et puis que tout le monde puisse se projeter, savoir où est-ce que le jeune va évoluer, avec qui. Ça, c'est hyper important en fait. Le contact humain, il reste primordial. Mm. Bah écoute, Elodie, je te remercie pour toutes ces informations, hein. Moi, j'habite pas loin de chez toi. On s'est rencontrés par hasard, et puis, Effectivement. et du coup, ça me permet moi de comprendre ce que sont les MFR. Ça veut dire que je serai aussi capable d'en parler plus justement, mais pas me substituer, dire tiens, mais tu vois, par exemple, ton gamin, tu ferais peut-être bien de regarder là-bas, ça pourrait t'aider, tu vois. Et je pense que c'est important. Écoute, j'espère que nos auditeurs auront passé un bon moment à l'écoute, comme nous, on l'a passé. Et écoute, et puis je donne rendez-vous à tous nos auditeurs pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation. Ça marche. Merci à vous en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à venir découvrir notre maison familiale. Je pense que j'ai peut-être oublié, je m'en excuse si j'ai oublié de parler de certains points, mais c'est court en fait de parler de tout ce que l'on peut faire au quotidien. Et puis, moi, je suis convaincue par ce que l'on peut faire. Moi, ça fait 21 ans que je travaille en maison familiale et je suis réellement convaincue par tout ce que l'on fait. Je pourrais en parler pendant des heures tellement j'aime ce que l'on fait, j'aime ce que l'on propose et l'accompagnement que l'on peut faire. Donc, sincèrement, voilà, je suis désolée si j'ai oublié de parler de certains points ou de certaines personnes. En tout cas, on peut se rencontrer à la maison familiale avec grand plaisir. Ben écoute, je te remercie pour cette invitation, Elodie. Je mettrai, comme d'habitude, dans notre résumé de podcast tous les éléments pour pouvoir te joindre, prendre contact. Et Avec plaisir. je te remercie pour cet enthousiasme et je te remercie pour cet échange qui m'a fait énormément plaisir et tout compte fait, tu vois là, tu me redonnes de la croyance en la capacité réelle d'aider nos jeunes à réussir.
Ah beh, je pense on est fait pour et en tout cas, j'ai une équipe qui a envie et qui est réellement au service de nos jeunes et on fait tout pour, en tout cas. Ça fait Écoute, partie de nos valeurs. Mm. ouais, bah écoute, c'est totalement ce qu'on a ressenti aujourd'hui. Je te remercie 100 Merci à fois, toi. Élodie, et à très bientôt sur le podcast de la formation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.